Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, toujours dans le cadre donc de notre formation intitulée Virtualisation avec Hyper-V. Au niveau de cette vidéo, donc je vais vous communiquer des bonnes pratiques ou bien des recommandations que vous aurez besoin. Je suppose que ce sont des bonnes pratiques, ce sont des recommandations utiles pour vous lorsque vous allez utiliser la solution de Microsoft Hyper-V. On va commencer alors avec la première bonne pratique. Donc, utilisez à chaque fois que cela est possible des machines virtuelles qui fonctionnent avec le système d'exploitation Windows Server 2012 ou bien 2012 R2. Donc, puisque ce sont les deux derniers, parmi les dernières versions de Windows Server, bien sûr il y a Windows Server aussi 2016. Mais même 2012 et 2012 R2, ils ont donc des fonctionnalités performantes, d'accord. Même 2016 aussi, hein, c'est-à-dire éviter donc à chaque fois que c'est possible d'utiliser des versions Windows Server donc 2008 ou bien 2003, d'accord, sauf bien sûr en cas de manque de ressources. Déjà au niveau de cette formation, vous pouvez la suivre si vous avez Windows Server 2012 ou bien 2012 R2, vous n'allez pas trouver des difficultés. Une deuxième bonne pratique, donc pour garantir des meilleures performances, essayez d'utiliser les disques durs virtuels VHDX et des contrôleurs virtuels SCSI. On a vu donc c'est quoi le disque dur virtuel VHDX. Donc en fait c'est un nouveau type, d'accord, qui est apparu avec Windows Server 2012 et qui va donc avant d'utiliser les disques durs virtuels VHD. Et on a vu quelle est la différence, quelles sont les nouveautés au niveau de VHDX par rapport aux disques durs virtuels VHD, notamment au niveau de la reprise après une coupure d'électricité, au niveau de l'espace de stockage qui est nettement plus grand. Troisième bonne pratique, donc ne partez pas du principe qu'il est possible, de virtualiser tous les serveurs ou bien toutes les charges associées à tel ou tel serveur. Il faut accepter que dans certains cas, la meilleure solution, elle est toujours physique. Donc c'est vrai, nous, on est en train donc de citer les avantages et de cette technologie de virtualisation, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout virtualiser. Donc parfois, il faut accepter que la meilleure solution, elle est toujours d'utiliser une machine physique et non pas une machine virtuelle. Par exemple, donc au niveau d'une entreprise, c'est pas parce que la virtualisation est une technologie performante qu'on doit tout virtualiser. Non, donc la meilleure méthode reste à associer des machines et des serveurs virtuels à des machines et des serveurs physiques. Et il y a donc des responsables et d'experts qui vont décider donc pour un certain serveur, est-ce que la meilleure solution elle est virtuelle ou bien physique. Je cite un exemple, par exemple, donc un serveur contrôleur de domaine, de préférence qu'il soit un serveur donc physique, car il faut pas donc éliminer donc la possibilité que toute la plateforme de virtualisation soit défectueuse. Dans ce cas-là, lorsqu'on a des serveurs physiques, ça peut nous aider énormément et ça peut donc nous aider à éviter la coupure de service. Voilà, donc, autre chose, surveiller et évaluer les performances des nouvelles machines virtuelles que vous prévoyez de déployer. Cette démarche proactive, elle va vous permettre de découvrir les goulets d'étranglement dès que possible et ainsi donc d'assurer une haute disponibilité. D'accord, donc toujours il faut suivre les performances des machines virtuelles que vous allez déployer. On continue avec une autre recommandation, il faut considérer avec une grande précaution les fonctionnalités de haute disponibilité qui sont intégrées aux applications par rapport à celles offertes par Hyper-V. Et vous devez comparer les avantages et les inconvénients. En fait, on va au niveau donc tout ce qui est haute disponibilité, tout ce qui est clustering avec basculement. Donc je vous rappelle la haute disponibilité, en fait, on doit avoir donc deux serveurs, par exemple deux serveurs de partage. Lorsque le premier serveur de partage il n'est plus fonctionnel,
c'est le deuxième nœud, le deuxième serveur qui va prendre le relais et du coup on garantit la haute disponibilité et on n'aura pas des coupures de service. Ça, c'est grâce à Hyper-V. Hyper-V, il nous donne la solution, d'accord, de réaliser le clustering avec basculement qui va garantir l'haute disponibilité. Mais parfois, il y a certaines applications qui déjà, ils ont leur propre outil qui vont garantir la haute disponibilité. Dans ce cas-là, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on va utiliser ces outils-là qui sont propres à l'application X par exemple, ou bien on va utiliser Hyper-V pour garantir cette haute disponibilité, pour configurer par exemple deux nœuds en tant que clustering avec basculement. Dans ce cas-là, vous devez donc comparer les avantages et les inconvénients de chacune des deux solutions et vous choisissez la meilleure solution que vous jugez la plus performante. Encore une bonne pratique consiste à conserver un ou deux contrôleurs de domaine sur des machines physiques. De cette manière-là, une tolérance de panne elle est assurée dans le cas où toute la plateforme de virtualisation Hyper-V devient indisponible, comme on a vu donc tout à l'heure. Donc le fait de garder donc des contrôleurs de domaine sur des machines physiques, ça va donc garantir la continuité donc du service, même si toute la plateforme de virtualisation Hyper-V devient indisponible. Donc du coup, la meilleure solution, elle reste toujours de joindre le virtuel avec le physique. Une autre bonne pratique, en fait, avant de créer des disques durs virtuels, assurez-vous que le disque physique, il est défragmenté. Bien sûr, un disque défragmenté, il est beaucoup plus performant qu'un disque fragmenté, surtout lorsqu'on utilise les disques durs virtuels. Assurez-vous aussi de la disponibilité des emplacements qui contiennent les informations de configuration des machines virtuelles. Et même si cet emplacement il est en partage réseau, à ce moment-là, donc il est recommandé qu'il s'agisse d'un partage hautement disponible. Donc il faut toujours être sûr que l'emplacement des fichiers de configuration de machines virtuelles soit disponible. Dernière bonne pratique, évitez de surcharger la machine hôte Hyper-V. Donc nous, bien sûr, on a une machine hôte physique au niveau de laquelle on va installer le rôle Hyper-V pour pouvoir installer par la suite plusieurs machines virtuelles. Et donc c'est cette machine-là qui doit être performante. On dit performante donc côté ressources, côté processeur, côté mémoire, côté capacité de stockage, pour qu'on puisse nous gérer et faire fonctionner les machines virtuelles sans aucun souci. Pour cela, il faut éviter de la surcharger. Car si on va la surcharger, on va perdre des performances au niveau de l'hôte physique, du coup perte de performance au niveau des machines virtuelles. Voilà donc quelques bonnes pratiques que j'ai jugé qu'ils vont être utiles pour vous lorsque vous allez utiliser la virtualisation avec la plateforme de Microsoft Hyper-V.